très bien. Alors, comme on l'avait annoncé, donc on va passer à la première table ronde qui va être dédiée à l'accompagnement du handicap psychique en milieu ordinaire. Et donc là, je vais pour cela appeler à monter sur scène Céline Bérat, qui est désormais une grande habituée de ce passage, Maud Renotte, qui est maîtresse de maison, et Richard Klein, qui est locataire donc, de logement de Cap Intégration. Venez, prenez place. Alors vous allez, moi, je vous propose de vous... Oui, je pense que c'est plus intéressant si vous y êtes tous les deux. Moi, je vais me mettre là, vous voyez, donc après, mettez-vous... Voilà. Nous avons... J'appelle aussi Marie de la Roque, qui était très attendue. Vous n'avez pas de micro aussi, on se le filera. Vous savez que vous nous avez beaucoup inquiétés. Ouais, moi aussi. Vous pourrez nous raconter le grand confort des TER. Et enfin, Géraldine Chambon et Cynthia Desmond. Ici. D'accord, ça marche. Dont les titres sont... Cynthia et Jade. Vous prêterez le micro du coup. Ça va, Maud ? Ça va et toi ? Ça a été apparemment. Bonjour. Richard, si vous êtes déjà rencontré la dernière fois sur les rencontres... Parce que tout le monde s'est décalé. Oui, parce qu'il y a 2 autres. Oui, non, mais là, vous êtes vraiment décalé. Oui, on est très loin. Oui. J'ai eu la grippe il y a 3 semaines, donc ça va. Je ne suis plus contagieux, je dis tout de suite. Donc, pour essayer, bonjour. Pour essayer d'avancer rapidement, puisque là encore, le temps va nous obliger à être concis, court, mais néanmoins efficace. C'est Gandhi qui disait que la grandeur d'une société se mesure à la façon dont elle traite les plus vulnérables. D'une certaine façon, on est là au cœur d'un sujet qui est un sujet dont on voit bien que ce n'est pas seulement un sujet de soins, mais qui est aussi un sujet de société, donc derrière aussi d'inclusion. Peut-être on va commencer avec vous, et donc derrière toute l'expérience de Cap Intégration Marne, sur l'accompagnement qui est réalisé dans le cadre d'habitat inclusif. Céline Bérat, vous avez développé un modèle. Alors l'avantage, c'est comment vous avez déjà vu, vous avez déjà commencé à présenter, donc on a un peu gagné du temps. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez revenir sur le type d'habitat qui est proposé et peut-être aussi en souligner les spécificités qu'il peut y avoir d'un habitat inclusif dans le cadre du handicap psychique? Oui. Alors, donc je vous disais tout à l'heure, le service Cap Intégration Marne est un service d'aide et d'accompagnement à domicile qui intervient auprès d'enfants, adolescents et adultes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, le service accompagne 180 personnes sur le territoire marnais. Et depuis 2022, le service est également porteur de l'habitat inclusif sur le Grand Est, qui compte aujourd'hui 2 dispositifs, donc un sur Épernay dans la Marne, qui est représenté ici par notre coordinatrice Maud Renotte, et un des locataires, Richard Klein, qui est présent ici avec nous. Et nous avons également un autre dispositif sur Charleville-Mézières dans le département des Ardennes. Prêt ? Merci. Et du coup, sur les 2 dispositifs, nous avons aujourd'hui 14 locataires qui sont répartis sur 5 logements. Donc l'habitat inclusif tel qu'il est défini par le Code de l'action sociale et des familles est destiné aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées qui souhaitent vivre chez elles sans être seules. Elles font le choix d'un mode d'habitat regroupé à titre de résidence principale et ce mode d'habitat est assorti d'un projet de vie social et partagé. Donc la particularité de l'habitat inclusif sur le Grand Est est de s'adresser à des personnes en situation de handicap psychique. Donc c'est un choix qui a été fait. Le premier dispositif a vu le jour à Épernay en février 2022. Donc là, on arrive sur notre 3e année sur la Marne. Et nous avons pour cela bénéficié de l'expertise du dispositif Côté Court au Havre, donc représenté par Marie Delarocque, qui vous expliquera aussi après les spécificités des SAD qui sont porteurs du coup des habitats inclusifs. Et l'ensemble de notre équipe, du coup, a été formée par Côté Court sur les maladies psychiques et les troubles associés. Nous avons également travaillé sur l'échange de bonnes pratiques avec les dispositifs d'habitat inclusif d'Île-de-France, qui sont également gérés par notre association. Et c'est vrai que c'est quand même une vraie richesse de pouvoir bénéficier des savoir-faire, de les mutualiser finalement sur l'ensemble de l'association et de favoriser aussi le partage d'expériences au sein de Vivre et Devenir.
Nous avons eu aussi la chance de pouvoir faire des programmes d'échange entre habitats inclusifs, entre la Marne, l'Île-de-France et Le Havre. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est appréciée particulièrement par les personnes accompagnées sur les différents logements et des différentes régions. Alors, en tant que porteur d'habitat inclusif, nous devons favoriser la participation des locataires à la définition, la réalisation et la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée. Et celui qui est mis en place sur notre habitat inclusif vise à favoriser le vivre ensemble en accompagnant chaque locataire dans son projet de vie individuel, tout en développant des activités collectives. Donc, l'objectif étant de créer un environnement de vie stimulant, propice à l'autonomie, à l'entraide et à la participation active de chacun. Ce qui signifie que les gens on est vraiment dans la logique d'inclusion au sens où ils sont pleinement citoyens, parce que participant à la vie... Exactement. Et c'est vrai que la force de l'habitat inclusif, en tout cas de ce modèle d'habitat inclusif, est de permettre à des personnes en situation de handicap psychique de vivre en quasi-autonomie dans leur propre logement. Et pour certaines de ces personnes, l'habitat inclusif représentera un tremplin pour aller vers plus d'autonomie, donc pour aller vers un logement en totale autonomie. Et pour d'autres, ça représentera une solution d'hébergement pérenne. C'est vraiment, on a différentes cas de figure en fonction des personnes. Et l'autre force aussi de ce modèle est vraiment dans l'entraide entre les personnes. Le fait que les personnes soient en colocation, finalement, permet une stimulation et une émulation en fait, qui est permise par la colocation aussi. Donc, ce qui veut dire qu'un habitat inclusif, dans ce que vous dites, on peut le quitter, au sens où, et si on le quitte, c'est généralement, à la différence d'autres types d'habitat inclusif, je pense aux pathologies neuroévolutives par exemple, généralement quand on quitte un habitat inclusif, c'est rarement parce qu'on va mieux. Alors que ce que vous dites là, c'est que ça peut être un tremplin. Tout à fait, oui. Le fait de quitter finalement le dispositif peut être une totale réussite finalement, puisque c'est pour aller vers plus d'autonomie. Et c'est pas l'habitat inclusif n'a pas vocation à garder les personnes. En fait, c'est pour faire un entre-deux finalement et de les accompagner vers plus d'autonomie dans la mesure du possible. Et d'autres personnes vont être totalement intégrées et, je dirais, rester de manière pérenne parce que l'accompagnement qui est proposé au quotidien et la stimulation en fait, qui est proposée va leur convenir tout à fait. Et la colocation également. Donc il y a vraiment deux cas de figure. Très bien. Et alors, Maud Renaud, vous avez une double casquette. Parce qu'on m'a dit, vous êtes maîtresse de maison et en même temps, vous êtes coordinatrice. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la façon dont finalement ce type de mission se passe? Qu'est-ce que ça recouvre? Oui, je vous fais déjà un petit point sur Épernay. Donc, nous avons actuellement sur Épernay 3 logements, une maison où résident 4 messieurs de 37 à 51 ans, un appartement où résident 2 messieurs de 22 et 23 ans, et une maison où vivent 3 dames de 24 à 31 ans. C'est donc sur ce dernier lieu où je suis actuellement à SE. Donc je vais vous parler de mes missions, de nos missions avec mes collègues en tant qu'ASE. Donc cela vise à soutenir les personnes en situation de handicap psychique en vue de favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale. Cela consiste à élaborer un projet de vie sociale et partagé où les résidents sont acteurs avec une charte établie qui peut être modifiée en fonction de leurs besoins et attentes. Ce dispositif a pour but d'aider et accompagner. Nous prônons notamment le bien vivre ensemble, qui englobe la communication positive. Nous avons entrepris la communication positive avec les différents locataires et les professionnels intervenants. Mais aussi, nous développons la solidarité, savoir compter sur l'autre, l'écoute, le partage, bien s'entendre, accepter les avis différents, respecter les décisions et les orientations de chacun, et aussi accepter le handicap de l'autre. C'est aussi préserver leur intimité, leur lieu privé, tout en partageant des espaces communs, favoriser le vivre ensemble et prendre en compte les spécificités et les souhaits de chacun. Nous les accompagnons également à mener à bien leur projet de vie, être à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies et de leurs objectifs de vie. Nous favorisons aussi l'autodétermination afin de développer l'autonomie,
qui englobe la création de la charte de la maison, le projet personnalisé d'accompagnement, où on inclut la personne concernée, et puis différentes choses comme les courses, gérer la quote-part, assister aux entretiens d'embauche des ASE et également aux potentiels candidats pour l'habitat inclusif. Et aussi, point très important, nous travaillons le savoir dire non, de ne pas se sentir obligé de faire des choses lorsqu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on fait pour être accepté. C'est aussi accompagner les locataires dans leur suivi médical, avec pour certains un passage infirmier pour la prise correcte des médicaments. Et puis aussi, ce sont des moments de partage, tâches de la vie quotidienne, sorties communes, activités sur la maison. C'est promouvoir également la vie sociale, la sociabilisation, favoriser l'autonomie et les liens sociaux, afin d'éviter leur isolement, avec le libre choix de ces derniers. Et puis aussi prendre un bol d'air chaque jour, activités au sein de différents organismes, sociales, culturelles, sportives, ludiques, le GEM, le CMP, proposer des rencontres aussi avec les différents partenaires, amis ou familles, invitations mutuelles, programmes d'échange entre habitats inclusifs avec les autres régions, avec notamment l'obtention du projet Inspiration de nos collègues en 2022. Chaque semaine, l'ASE anime la réunion des locataires avec l'échelle du bien-être, puis échange sur un thème choisi à tour de rôle par les résidents, évoque les différentes sorties prévues la semaine suivante, ainsi que l'ébauche d'un projet, qui peut être un achat pour la maison, pour le jardin, un repas à thème, des sorties communes. Et puis, il ne faut pas omettre non plus leur vie intime et sexuelle, respecter leur vie privée, respecter leur espace privé, être à l'écoute et conseiller, et si besoin, les accompagner à prendre rendez-vous avec des professionnels de santé, tels que par exemple, pour Épernay, le centre de santé sexuelle. Et nous les accompagnons également à élaborer un projet professionnel en prenant compte de leurs attentes, visiter les différentes ESAT, se rendre à des forums, inscription à la journée du OD, Cap Emploi, France Travail, la mission locale. Et enfin, pour terminer, n'oublions pas l'écologie. Nous travaillons aussi sur le fait de comment économiser sur l'énergie, le gaspillage alimentaire, utiliser les transports en commun plutôt que la voiture, recycler, faire un potager et bien d'autres choses encore. Ce qui fait des missions extrêmement vastes. Enfin, je pense extrêmement vastes, oui. Voilà, ce qui fait une... Et alors, ça, c'est le rôle d'une maîtresse de maison. Tout à fait, oui. Alors, si vous pouviez nous dire, en tant que coordonnatrice, ce que vous faites, mais peut-être en un tout petit peu plus court. D'accord, très parce bien. que, vous voyez, en vous écoutant, je me disais, est-ce que finalement, la coordination, c'est aussi d'engranger l'intelligence, les intelligences individuelles, les expériences qui sont menées dans chacune des maisons, pour derrière créer une expérience commune, Est-ce que c'est ça la coordination ou ça va bien au-delà? Alors oui, c'est cela, mais aussi évidemment, oui, ça vient bien au-delà aussi également. Oui, tout à fait. Et donc ma mission première, c'est de superviser les 3 logements. C'est être l'interface entre la direction, l'équipe, les locataires, les familles et les représentants légaux. C'est participer aussi à la mise en œuvre du projet de l'habitat, ainsi qu'à son actualisation et à la démarche qualité visant à améliorer l'offre du service proposé aux personnes accompagnées. C'est aussi assurer le lien avec les différents partenaires et développer le partenariat. Parfois, nous avons des réunions entre professionnels, notamment avec le CMP, pour faire un point sur nos résidents, mais aussi assister à leurs différents événements, comme l'Assemblée générale, les braderies, les marchés de Noël. C'est identifier aussi des acteurs susceptibles d'offrir des services adaptés aux besoins des personnes accompagnées, comme parfois nous avons besoin d'aide, comme le CAST pour les addictions. C'est réaliser des entretiens individuels avec les personnes candidatées à l'habitat inclusif, ainsi que leurs familles ou tuteurs, avec la présence des résidents. C'est réaliser également des entretiens professionnels, en présence toujours des locataires, dans l'optique toujours que ces derniers puissent exprimer leur avis. C'est animer aussi des réunions de coordination de l'équipe, tous les 15 jours, et relater ces dernières à la direction. Je participe également aux réunions des locataires des autres maisons 2 fois par mois.
et je transmets à la direction les points d'attention observés lors des visites aux personnes accompagnées. Et puis parfois, c'est aussi accompagner le résident dans la démarche et la mise en place d'une mesure de protection juridique. D'accord. Là encore, c'est un vaste programme. Vous êtes une femme très occupée. Oh. Je suis beaucoup aidée. Et merci. Richard Klein, vous avez accepté de venir apporter votre témoignage de locataire. Oui. Alors, quand on écoute Maud, on a quand même l'impression que ça facilite la vie, que ces actions facilitent vraiment la vie des résidents, on appelle ça, ou locataires. Oui. Vous, comment vous le vivez? En quoi ça vous facilite finalement la vie? Ce dispositif m'aide beaucoup au quotidien. Cela m'aide à me resociabiliser par le biais de différentes activités que j'ai à l'extérieur. La ludothèque avec le CMP, la piscine et les échecs avec Melchior. Melchior est un intervenant de Cap Intégration Marne qui vient 2 fois par semaine pour faire des activités avec chacun de nous. Je participe aussi à un atelier de dessin au CMP. Je vais également à la médiathèque 2 fois par semaine pour un atelier de modélisation 3D et des cours d'informatique. Voilà. Alors avec ces différentes activités, j'ai appris à échanger plus facilement avec les personnes de mon entourage et à réapprendre à avoir confiance en moi. D'une nature timide, j'apprends à m'ouvrir plus aux autres. Je suis encore un peu réservé, mais je sens que je fais des progrès chaque jour. L'habitat inclusif m'aide aussi à m'autonomiser en me donnant des responsabilités au quotidien. Des responsabilités vis-à-vis de mes colocataires, comme la préparation des repas. Avant, je ne faisais jamais à manger. Je sais maintenant entretenir une maison, faire des tâches ménagères en totale autonomie et aussi m'occuper de Coca, le chat que nous avons adopté à la SPA, il y a déjà plus d'1 an. Coca, j'en ai la responsabilité, il vit dans la maison, mais c'est moi qui gère ses besoins, son alimentation et les rendez-vous vétérinaires. Je vais désormais à mes rendez-vous médicaux seul, kiné, médecin, dentiste, rendez-vous psy, excepté quand il y a beaucoup de routes pour y aller à pied ou que c'est inaccessible avec les transports en commun. J'espère continuer à encore améliorer les points cités ci-dessus afin de pouvoir un jour vivre en autonomie complète, partir de ce dispositif pour un appartement ou une maison. Très bien, donc c'est une vie très active. Oui. Vous avez, je crois qu'effectivement, merci. On peut vous applaudir. En même temps, pour quelqu'un de timide, moi je trouve que vous avez quand même des progrès, parce que venir dans une salle... Oui, j'ai beaucoup progressé. Et quant au fait de cuisiner, rassurez-vous, c'est le cas de beaucoup d'hommes. Hein. Merci en tout cas. Merci beaucoup de votre témoignage. Alors, on va rapidement passer au dispositif Habitat Côté Court, avec désormais la très célèbre Marie Delarocque. Alors, moi qui ne suis pas chez Vivre et Devenir, je pense que votre nom a dû être cité une bonne quinzaine de fois depuis ce matin. Je prends le public à témoin. Et il a même été cité par Céline dès le départ, en expliquant que vous avez joué un rôle décisif. Et donc c'est un SIAD, si j'ai bien compris. En tout cas, vous développez un SAD, mais un SAD, plus exactement, non pas un SIAD. Mais vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous réalisez finalement au quotidien pour le bien-être de tous. Alors déjà, j'excuse Cyril Desjeux qui devait être l'interlocuteur ce matin, qui est le directeur du laboratoire, enfin de l'Observatoire national des aides humaines et qui travaille beaucoup sur la question des SAD dans le champ du handicap. Et en fait, l'idée, c'était de parler ce matin en quoi le SAD peut être un vrai outil dans le rétablissement des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et c'est souvent un service qui est sous-estimé, sous-évalué. Et il y a vraiment... Notre travail, c'est de le mettre en avant et de témoigner des avancées grâce à ce service-là. En fait, on parle beaucoup du virage inclusif depuis 2017. Là, on va fêter les 10 ans de la loi 2005 avec la création des SAVS-SAMSA. On oublie de parler des SAD en fait, dans ces services-là qui sont présents depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, on les voit comme des services d'aide ménagère et on ne les considère pas avec la même importance que les services d'accompagnement médico-sociaux. Ils ont eux aussi bénéficié d'une loi en 2005 pour développer les services à la personne. Mais malgré ça, en fait, on les a longtemps considérés en dehors du champ médico-social. C'est, je trouve, à partir du Covid qu'on a commencé à
les réévaluer sur ce qu'ils pouvaient apporter, parce que c'est un des services qui a qui a favorisé le maintien à domicile des personnes pendant la période Covid. Souvent, par exemple, quand on découvre une situation d'une personne qui est en grande souffrance psychique, qui a été en rupture de soins, en rupture d'accompagnement, la seule personne qui reste à domicile, c'est son aide ménagère. Enfin, qu'on appelle aide ménagère, mais qui est en fait l'intervenante du service d'aide à domicile, qui n'a pas lâché, qui continue à faire les courses, qui est présente et qui lui apporte un soutien, souvent seul, vraiment très seul, sur cette situation-là. Et donc, l'idée, c'était comment on pouvait valoriser ce travail-là et mettre en avant la plus-value. Qu'est-ce qu'un SAD, un service d'aide à domicile spécialisé à la santé mentale, va apporter ? C'est un soutien de proximité. C'est un service qui a le temps de passer plusieurs fois par semaine, qui a le temps de se poser quasi quotidiennement avec la personne, qui va créer un lien de confiance, qui va avoir le temps de créer ce lien de confiance autour d'activités vraiment très simples, comme prendre un café, comme discuter de la vie passée de la personne, de connaître ses goûts, de connaître ses envies pour réactiver quelque chose qui a pu être un peu perdu. C'est un travail de stimulation, pardon, je perds mes notes mais ça va aller, travail de stimulation, et surtout c'est un travail de répétition de gestes dans le réapprentissage des compétences. C'est-à-dire qu'une auxiliaire de vie qui va passer 3, 4, 5 fois par semaine, elle va redire chaque fois la même chose. C'est un travail vraiment de répétition, et donc on est vraiment dans ce qu'on peut appeler au sens large la réhabilitation psychosociale, puisque pour moi c'est un des acteurs très importants dans ce principe-là. On a une temporalité longue, puisqu'on est dans une notion de maintien à domicile, donc on a le temps de travailler ce processus-là. On commence à penser la réhab en dehors du sanitaire, donc avec les services d'accompagnement SAVS, SAMSA, mais il est important de réaffirmer que les SAD sont un outil de la réhabilitation psychosociale et œuvrent au rétablissement des personnes avec des troubles psychiques. Pourquoi donc, et donc à leur inclusion. Alors, inclusion, bien sûr. En fait, on pourrait presque dire que les SAD sont les premiers acteurs de l'inclusion bien avant les services qu'on a créés, puisque c'est eux qui étaient là à domicile, avec la culture domiciliaire pour favoriser le maintien à domicile. Et ça, on l'oublie trop souvent. Par exemple, quand vous vous cassez la jambe, j'aime bien cette métaphore de dire que le plâtre qu'on va vous mettre, ça va être un SAMSA ou un SAVS, coordination temporaire, et après vous allez avoir une béquille. Et selon la gravité de votre blessure, la béquille, vous allez la garder 3 semaines, 1 mois ou 10 ans. Le SAD, c'est un peu ça. C'est la béquille qui va venir permettre de rester chez soi, peu importe le temps qu'on aura besoin pour se maintenir au quotidien. Le SAD, ça permet une veille, ça permet de rompre l'isolement, et ça prévient en fait souvent les problèmes psychiques s'accentuent avec l'isolement et la solitude. Et donc ce passage régulier de quelqu'un qui vient discuter avec vous, ça a un vrai rôle dans la prévention. L'idée, c'est de renforcer les SAD sur la question du handicap psychique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de les sortir un peu de cette idée que les SAD sont là pour faire de l'aide à domicile, enfin du ménage, parce que c'est pas ça en fait. L'aide ménagère qui vient, elle fait plein d'autres choses, comme Maud parlait de sa pluridisciplinarité, c'est la même chose. Une auxiliaire de vie, elle vient, la porte d'entrée c'est le ménage, mais elle discute, elle veille à la prise du médicament, elle fait énormément de choses qu'on sous-estime. Et le fait d'amener l'idée de ça, de renforcer, c'est de les intégrer aux autres services et de leur redonner une place, de travailler avec les services d'accompagnement médico-sociaux, mais aussi avec le champ du logement, comme ce que fait Cap Intégration. C'est extrêmement rare de voir un SAD qui porte de l'habitat inclusif. Je crois qu'avec Cyril, on a fait des enquêtes et il y en a peut-être 1 ou 2 sur le territoire national. Oui, parce que vous êtes un des premiers à avoir été créé de SAD. Alors sur le Havre, sur le SAD handicap psychique, on a essayé de chercher, on doit être 2 ou 3 au niveau national. Ouais. Et donc 2013, la création du premier SAD spécialisé handicap psychique, je n'ai pas connaissance d'autres SAD à cette époque-là. Ouais. Mais ça répondait à un besoin de maintien à domicile dans les logements comportés, avec des professionnels qui étaient montés en compétence sur la question du handicap psychique pour avoir des réponses vraiment appropriées. L'idée de les intégrer dans tout le panel de services médico-sociaux, ça permet, avec les services d'accompagnement médico-sociaux, d'avoir une fluidité d'accompagnement en fonction des troubles. Les SAMSA quand ça va pas bien, les SAD quand ça va mieux, parfois les deux quand ça va vraiment pas bien. Et avec le logement, en fait, comme expliqué, je ne vais pas revenir dessus, Céline, c'est que les SAD peuvent être porteurs d'habitat inclusif,
en mutualisant les aides individuelles qu'on parle, prestations de compensation du handicap, la PCH. Et ça marche vraiment très très bien. En fait, avec 1 heure de PCH par jour, qu'on mutualise ou pas, on arrive à avoir des personnes qui se stabilisent dans le logement et qui restent de façon très longue dans le logement sans avoir recours à l'hospitalisation en psychiatrie. Et après, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même avoir en tête que ce qu'on présente là, c'est très bien, enfin, les SAD spécialisés, l'habitat inclusif, mais ça reste quand même une minorité des SAD qui portent ça, parce qu'il y a quand même une stigmatisation de ces services. En fait, il y a aussi une difficulté, il y avait une difficulté d'accès à la PCH, parce que les problématiques du handicap psychique n'étaient pas bien évaluées, enfin, dans la grille d'évaluation, n'étaient pas bien représentées, donc on passait à côté de l'obtention de la PCH, donc ça a été travaillé notamment avec Santé Mentale France, et il y a un décret qui est sorti il y a 1 an pour renforcer l'accès à la PCH sur le soutien à l'autonomie des personnes vivant avec des troubles psychiques. Donc on commence à bouger un petit peu sur la question de l'accompagnement des SAD et de l'adaptation de ces services à la particularité du handicap psychique. Voilà. Après, je voulais aussi poser le sujet que le décret qui amène à spécialiser les SAD au handicap psychique sur le soutien à l'autonomie va forcer aussi les autres services à bouger, notamment les SAMSAPSI qui intervenaient sur le soutien à l'autonomie, la veille à l'état psychique, mais les SAD commencent aussi à prendre en compétence pour arriver sur ce terrain-là. Oui, c'est ce que vous disiez, et quand on en avait discuté aussi pour préparer votre intervention, c'est qu'il y a un côté valorisation du métier de l'aide à domicile qui est réellement important. Et c'est vrai que le titre de la journée, c'est de dire est-ce que la santé mentale est une forme d'éclaireur qui fait naître de nouvelles pratiques. Il y a un côté irradiant quand même dans le... Oui, en fait, ça commence à bouger. Il y a encore beaucoup de SAD qui s'auto-stigmatisent et qui ne pensent pas aller sur des portages d'habitat inclusif ou de se spécialiser, où ça reste quelque chose qui semble trop compliqué pour eux. Or, quand on arrive à spécialiser ces services-là, on a, par exemple, on a dressé des constats rapidement sur notre dispositif. Avec 1 heure de PCH par jour par personne, on passe en moyenne de 80 jours d'hospitalisation en psychiatrie à 8 jours par an, sur les situations les plus stabilisées. Et donc, on a une reprise des liens familiaux, une reprise des activités sociales, enfin ça, vous l'avez très bien expliqué. Et donc, c'est des dispositifs qui sont très légers, qui sont très peu coûteux, mais qui ont un impact très important en termes de stabilisation. Très bien, mais merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On va explorer maintenant une troisième dimension avec Géraldine Chambon et Cynthia Desmond, qui sont les unités mobiles. Et le terme a d'ailleurs été évoqué 2 fois déjà, de réhabilitation psychosociale. Donc, Géraldine Chambon, vous êtes cadre de santé à la clinique Saint-Paul. Oui. Et vous avez monté ces unités mobiles. Alors avant de s'intéresser au caractère mobile de l'unité, on va peut-être s'intéresser à ce qu'est la réhabilitation psychosociale, terme dont je ne suis pas sûr qu'il soit familier à chacun d'entre nous. Oui, bonjour à tous. Qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale ? C'est une approche thérapeutique qui est apparue en France dans les années 90, qui est destinée à favoriser le rétablissement des personnes qui vivent avec des troubles psychiques, c'est-à-dire à les aider à obtenir un niveau de vie d'adaptation satisfaisant par rapport à leurs attentes et à leurs ressources. Ça repose sur l'idée que toute personne est capable d'évoluer vers un projet de vie qu'il a choisi et qu'il va co-construire avec les accompagnants pour éviter surtout les réhospitalisations et retrouver une qualité de vie. Donc ça concerne différents domaines de la personne, comme la clinique, tout ce qui est symptômes, traitements, la partie fonctionnelle, avec les capacités cognitives, relationnelles, d'autonomie, ou le champ social, s'il y a des problèmes de logement, de retour à l'emploi, de gestion du budget. Donc le public, comme je disais, ce sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques stabilisés, comme les troubles anxieux, dépressifs, addictifs, schizophrénie, bipolarité. Donc c'est un public adulte, mixte, avec une priorité sur les demandes des personnes les plus jeunes, pour lesquelles cet accompagnement leur permettra de s'inscrire dans un projet à long terme et puis surtout éviter la chronicisation du trouble.
Bon, évidemment, on accueille aussi les personnes plus âgées et on a comme principal objectif de maintenir un maximum d'autonomie. Donc, notre équipe s'appelle l'équipe Passerelle. Elle existe depuis juin 2024. Elle est constituée d'un psychiatre, d'une infirmière, bientôt une seconde, d'un travailleur social, d'une psychologue et depuis peu de 2 éducatrices qui travaillent aussi sur l'équipe mobile de la maison d'accueil spécialisée hors les murs. Donc il y a une vraie transversalité des compétences et ça permet d'avoir un regard croisé sur les pratiques des champs d'intervention comme le social, la vie quotidienne, la santé. Et en cas de besoin, on est en contact avec une association de pères aidants sur Marseille qu'on peut solliciter si besoin. Donc, et je crois d'ailleurs qu'il y a, vous avez un film. Oui, alors... Ouais. Je vous laisse terminer. Voilà, je finis juste et après on pourra regarder le film. Donc chaque personne qui intervient au sein de cette équipe a un vrai rôle de case manager, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour tout faire, mais pour veiller à ce que les choses soient faites. Donc c'est vraiment un interlocuteur privilégié. Et l'ensemble de l'équipe est là pour répondre à plusieurs principes tels que l'écoute active, amener de l'espoir, agir sur la déstigmatisation, favoriser l'autodétermination. En fait, c'est un vrai travail d'égal à égal. Donc effectivement, il y a un mois, il y a un vidéaste qui est venu sur le site qui nous a accompagnés toute une journée et dans lequel témoigne Cynthia qui m'accompagne aujourd'hui, qui bénéficie de cette équipe mobile. Donc on peut le... Oui, ouais, c'est... J'ai le sentiment qu'environ 30% de la population peut avoir des troubles de type psychiatrique. C'est un champ très très vaste. La guérison, ça voudrait dire une disparition totale. Je crois que chaque sujet peut rechuter, peut se chroniciser. Ça a été compliqué pour moi, le cadre, parce que ça a été mon gros problème de rester dans le cadre et de suivre un cadre et d'être dans le cadre. C'est angoissant au début, parce qu'on ne connaît pas, c'est comme l'inconnu, c'est angoissant. Mais ça reste un petit cocon, c'est beau, le personnel y est accueillant. J'ai le sentiment qu'un médecin psychiatre au sein d'une clinique va recevoir un patient et lui prodiguer un soin, c'est-à-dire avec une prise en charge médicamenteuse. Après, à la sortie, l'équipe de réhabilitation psychosociale va travailler plutôt sur un choix de vie du patient. Je sers ici que de régulateur auprès d'une équipe, mais après l'équipe, elle fonctionne d'une manière quasi autonome. L'objectif est de pouvoir découvrir le lieu dans lequel elle vit, découvrir comment est-ce qu'on peut l'aider, comment est-ce qu'on peut l'accompagner. C'est vrai que c'est un soutien pour moi. Elles viennent à la maison, donc ça me permet d'avoir un rythme et de réapprendre à marcher progressivement. L'intérêt, c'est de lui amener des propositions, de dire on pourrait passer par telle démarche ou plutôt par une autre, laquelle vous semble plus adaptée à vous, et on laisse la personne choisir, et on va à son rythme surtout. C'est en ça que c'est de la co-construction. En fait, moi, ça s'est passé pendant le Covid, et du coup, je n'avais plus accès à mon atelier. C'est là que je me suis rendu compte que la création faisait partie intégrale de ma thérapie. Je pense que c'était sous-jacent, en fait, mais je me débattais, je me cachais derrière le travail. Donc, tant que j'ai été en activité, ça allait. Et après, progressivement, j'ai eu du mal à me lever, à faire des choses simples. J'avais comme une enclume sur moi. Nos petites victoires, c'est quand on voit que les patientes reprennent confiance, qu'elles ont pris plaisir, qu'on sent qu'elles ont repris espoir. C'est qu'il y a une patiente qui me disait « Est-ce qu'elle est inadaptée à cette société ?» Et en fait,
C'est elle qui a amené une super belle image. Elle disait que quand une plante va mal, on ne la change pas d'environnement, on adapte l'environnement. Alors, très bien, on voit maintenant, on a pu mettre quelques images sur vos premiers mots, mais comment ça s'est organisé et comment ça fonctionne en fait concrètement? Alors, nous, on se réunit chaque semaine. On a une réunion pluridisciplinaire dans laquelle on fait le bilan de la prise en charge de la semaine écoulée. Et on a aussi une commission d'admission au niveau des nouvelles demandes. Alors, les demandes, elles peuvent être faites par des patients eux-mêmes, par les médecins, établissements, familles, entourage. Et s'il n'y a pas de critères exclusifs, à ce moment-là, il y a systématiquement une première visite à domicile avec le psychiatre et un soignant pour faire une évaluation de l'état de santé, de l'environnement et surtout de la motivation des demandeurs. Et ça entraîne une validation ou pas la semaine suivante avec l'ensemble de l'équipe. Ensuite, il y a un deuxième entretien par le soignant référent avec une évaluation plus globale sur les ressources et les difficultés de la personne. Et là, on cible des objectifs sur les différents domaines d'accompagnement. Et enfin, une troisième visite où là, le soignant, enfin, l'accompagnant et le patient construisent un vrai plan de suivi individualisé avec des objectifs précis et la planification de différentes actions dans la réhabilitation. Alors, c'est très, très varié. Ça peut aller de travail sur le sommeil, de soutien psychique, de psychoéducation, d'organisation du domicile, de tri du courrier, etc. La prise en charge dure 6 mois, renouvelable une fois, selon l'atteinte des objectifs. Et vous avez des résultats, vous avez une mesure des résultats de ce qui est fait, une mesure d'impact, comme on dit aujourd'hui? Oui, on fait des bilans tous les 3 mois. Ouais. Et puis il y a aussi il y a un petit questionnaire de retour d'expérience et satisfaction des patients. Bon, jusque-là, nous, on est plutôt très satisfaits des résultats parce que toutes les personnes qui se sont engagées dans le projet continuent à être avec nous. Leur motivation est toujours là aussi. Il y en a même une qui va quitter, là, au bout de 6 mois, le dispositif parce qu'elle a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Les autres avancent à leur rythme plus ou moins rapidement, mais en tout cas, on respecte ça. Et puis surtout, il n'y a pas eu d'hospitalisation ou de réhospitalisation sur ces derniers mois. Voilà. Et pour finir, voilà, jusque-là, on avait des prises en charge individuelles, mais là, on est en train de se former pour proposer des séances de groupe. On s'est fixé 7 thématiques, comme la remédiation cognitive, qui sont des outils qui permettent de réduire l'impact des troubles cognitifs, la psychoéducation, l'affirmation et l'estime de soi, la pleine conscience, la gestion des émotions, les habiletés sociales et l'activité physique. Très bien, merci. Merci beaucoup. Peut-être Cynthia. Oui. Cynthia Desmond, vous êtes utilisatrice, bénéficiaire. C'est ça. Du service. Quel regard vous avez sur l'unité mobile? Moi, c'est ce que je dis un petit peu dans le film, c'est ce qui m'a permis de... C'est mes petites roulettes, en fait. J'ai l'impression que, voilà, je sais faire du vélo, mais c'est encore un peu compliqué de pédaler. J'ai mes petites roulettes qui sont là. Et du coup, ça m'aide au quotidien, ça m'aide à avoir un rythme, ça m'aide à prendre confiance en moi, à gérer mon quotidien, chose que j'avais du mal à faire. Et voilà, c'est vraiment un coup de pouce énorme, voilà. Et j'en suis la preuve d'être là aujourd'hui, parce qu'il y a un mois, j'arrivais même pas à sortir de chez moi. Et je me dis, aujourd'hui, je suis ici en train de parler devant tout le monde. C'est pas facile, mais bon. Ah oui, c'est quand même efficace. Vous parlez d'études d'impact en un mois. C'est grâce à toute cette équipe, et voilà, parce qu'ils interviennent pour plein de champs différents. Et du coup, c'est un soutien, voilà. Et ça a été facile pour vous d'avoir accès à l'unité mobile? Là, c'est vrai qu'on me l'a proposé. On me l'a proposé. Et vous avez dit oui tout de suite? Oui, j'ai dit oui tout de suite. Parce que c'est vrai que c'était dans la continuité de mes soins. Donc, c'est vrai que ça s'est très bien passé. Heureusement qu'il y a une clinique comme Saint-Paul qui existe. Voilà ce qui m'a sauvée. Et voilà, c'était dans la continuité. Et puis, j'ai envie que ça avance, quoi. J'ai envie de...
Est-ce que vous avez envie, puisque vous évoquiez le fait que c'était les petites roulettes, comme sur un vélo, est-ce que vous avez à un moment donné envisagé l'idée que vous alliez enlever les roulettes? Ah oui, je vais les enlever, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose sur votre expérience Je ne sais pas. C'est pas facile de parler devant tout le monde comme ça. Oh, moi, je trouve que vous avez été extrêmement clair. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Non, en tout cas, moi, je voudrais dire clair. merci justement à tous ces dispositifs, à tous ces gens qui sont dans l'aide, voilà. Et c'est parce que c'est pas facile d'avoir une maladie mentale. C'est pas facile. C'est très stigmatisé dans notre société. Et ça a été un truc d'acceptation aussi que je fais ce travail avec l'équipe mobile, de s'accepter comme on est avec nos différences et avec nos petites failles, mais voilà, avec notre richesse aussi, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Ouais, mais c'est très bien expliqué. Merci beaucoup. Alors, le micro va circuler. Maintenant, vous connaissez le principe. Donc on a eu trois interventions, 7 interventions, mais 3 sujets qui étaient assez riches. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que ces témoignages et retours d'expérience ont pu susciter. Avec toujours la même retenue initiale. Je ne sais pas si c'est une question, c'est en tout cas à vous entendre les uns les autres. En fait, on parle santé mentale depuis ce matin, mais on a quand même l'impression que les techniques qui sont mises en place sont des techniques qu'on peut dupliquer un peu sur tous nos secteurs d'activité, en tout cas à vivre et devenir, et même au-delà en fait. On voit qu'il faut qu'il y ait différentes cordes à l'arc de l'accompagnement, de la prise en charge, on l'appelle comme on veut. Ce que vous évoquiez tout de suite, bon, il y a la clinique avec une zone assez protégée, et puis après l'équipe mobile qui permet d'ouvrir. Donc, je pense que les enseignements peuvent être largement partagés au sein de Vivre et Devenir. Première remarque. Et puis deuxième remarque, pour revenir sur la santé mentale, on a quand même un indicateur, me semble-t-il, important en termes de mesure d'impact, qui est l'hospitalisation. Enfin, vous l'évoquiez, Marie. On nous parle souvent de coûts, l'intérêt de l'habitat inclusif sur le coût, mais il y a quand même un indicateur extrêmement fort qui est revenu là à plusieurs reprises, qu'on doit garder en tête, je pense, sur ce sujet. Donc c'était pas vraiment une question. Non, mais c'était un résumé rapide. Après, je voulais juste sur les petits. Mais... Oui, alors juste peut-être sur la répondre rapidement, Christophe, où je vous rejoins, c'est que ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ont des troubles psychiques, il y a aussi des difficultés avec le lien social. Et l'approche qui est peut-être mise en avant, c'est comment on crée du lien encore plus pour des gens qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et du coup, je suis d'accord avec vous que ce qu'on fait dans le champ de la santé mentale peut être dupliqué partout. Parce que le lien social, il n'est pas propre qu'à la santé mentale. Donc, plus on va travailler ce lien-là avec les personnes qu'on accompagne, et plus ça a un impact, peu importe le handicap de départ, en fait. Michel. Merci. On a un sujet gravissime dans notre association, mais qui est dans tout le secteur, qui est l'attractivité pour notre personnel de nos métiers. Est-ce que je comprends qu'il y a cette sociabilisation qu'on veut recréer, ça s'inscrit dans la durée, donc il faut qu'on ait du personnel et des accompagnants qui soient prêts à s'engager, pas pour 3 mois, mais qui soient prêts à accompagner les gens assez durablement. Est-ce que la situation actuelle qui fragilise effectivement nos recrutements et la rotation du personnel, est-ce que c'est rédhibitoire par rapport à ces efforts-là? Est-ce qu'on peut mesurer le fait que cette rotation de personnel ou ces absences de personnel, ça a un impact négatif? Et est-ce qu'il y a un plaidoyer à faire dans la profession pour encore, un nouveau plaidoyer à faire sur l'attractivité, pour qu'on ait des personnes qui soient plus pérennes, pour accompagner plus durablement et créer un lien plus fort avec ces gens qu'il faut accompagner, parce que c'est sans doute très important d'être là sur 6 mois, 1 an, voire plusieurs années, pour mieux les accompagner et renforcer ce lien qui favorise l'intégration dans la société. J'imagine que si on a des personnes qui tournent tous les ans, c'est quand même plus compliqué
de créer cette confiance qu'on voudrait créer même pour eux. C'est-à-dire que cette difficulté qu'on a, nous, maintenant, à recruter des gens, ça va se répercuter. Donc j'en profite pour passer un message, mais la présidente doit le dire régulièrement dans la fédération. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une plus grande pérennité de notre personnel accompagnant et aidant, vu l'enjeu dont on vient de parler, qui est quand même qui est crucial, quoi. Alors, qui veut répondre? C'était plutôt pour Marie, ça. Parce que oui, elle en a parlé sur les SAD en disant, bah oui, il faudrait qu'on fasse monter... c'est aussi revaloriser les salles. Hein. Tu veux y aller? Oui, vas-y. En fait, je pense que le premier, avant de parler QVT, enfin QVCT, etc., plus on a un projet fort et plus ça motive les gens à rester sur le dispositif. Si le projet qu'on porte, il est fort, qu'il est tourné, enfin c'est un grand mot, mais s'il est humaniste, en fait, c'est de considérer la personne au même niveau que soi. Il n'y a pas de relation accompagné-accompagnant. Et si on casse un peu ces codes-là, déjà, il y a une partie des professionnels qui restent. Déjà, rien que pour ce principe-là. Après, c'est un métier difficile. Enfin, je parle plutôt sur l'aide à domicile où il faut bouger beaucoup, faut s'adapter à la fluctuation aussi de l'état de la personne. Donc, ça demande une adaptabilité permanente. Après, il faut que aussi les porteurs, enfin les directeurs, les managers aient un management adapté aussi à la difficulté du travail. Pour les temps, alors on parle QVCT, il y a plein de choses, hein, mais en premier lieu, je pense que c'est le projet qu'on porte et le partage avec les professionnels qui fait qu'on a moins de rotation et moins de turnover. Et effectivement, il faut de la stabilité pour travailler dans la durée sur le lien de confiance, sur la stabilisation, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Je rebondis sur ce que dit Marie. Alors nous, on a seulement, je dirais, 3 ans de recul par rapport à notre dispositif sur la Marne, mais on a très peu de turnover sur l'habitat inclusif. D'ailleurs, Maude a démarré avec nous, pour ainsi dire. Et c'est vrai que les difficultés que nous rencontrons sur le recrutement et l'attractivité concernent plus vraiment l'aide à domicile telle qu'on la connaît sur les interventions dans les domiciles des différentes personnes accompagnées, plus que sur l'habitat inclusif qui, comme disait Marie, le fait que le projet soit fort et qu'on s'appuie aussi sur l'expertise, aussi bien dans notre association qu'aujourd'hui sur nos personnes ressources, finalement, on est moins impacté sur l'habitat inclusif, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour nous. Juste ce qui veut dire que des nouvelles pratiques, finalement, amènent davantage d'attractivité, c'est ça que vous dites? Alors peut-être que ça y contribue aussi. Oui, c'est vrai, peut-être que ça tend à contribuer aussi. Alors il y a d'autres questions. Moi j'en avais une, mais je la garde pour l'instant. J'ai une question de Mathieu. Moi c'est plus une remarque. Comme le disait tout à l'heure Géraldine, l'une des priorités, je pense, aujourd'hui, quand on parle de travailler ensemble, c'est savoir faire travailler les secteurs. Christophe disait tout à l'heure que tout est duplicable au final dans le secteur médico-social, secteur sanitaire, psy. Voilà, ce qu'on fait d'un côté, on peut le faire de l'autre. Et avant d'être réellement inclusif, je pense que les secteurs en tant que tels, on le parlait tout à l'heure, la Fédération Santé Mentale, la France, arriver à faire travailler ensemble les secteurs, c'est quand même très compliqué. Nous, on marie un site où il y a à la fois du médico-social, handicap et du secteur sanitaire psy. Déjà, si on arrive à travailler ensemble, ce sera fantastique. Avec l'équipe mobile de réhabilitation psychosociale et l'équipe mobile Massor les Murs, on y arrive. Je pense que c'est une vraie porte ouverte sur ces collaborations et cette déstigmatisation interne même qu'il doit y avoir. Cette réassurance, cette découverte, je pense que c'est très important avant même de pouvoir imaginer que tout le monde soit inclus partout. Je pense que déjà, en tant que professionnel, il faut qu'on arrive à s'accepter et à se déstigmatiser. Voilà. Et donc, ce que disait Géraldine tout à l'heure, les équipes fonctionnant ensemble, éducateurs, psy, infirmières, il n'y a pas de barrière entre les uns et les autres. Tout le monde concourt à la réhabilitation psychosociale du côté handicap, du côté, comme le disait Marie, du côté plus psy sanitaire, mais il n'y a pas de... Voilà. Il faut qu'on arrive à enjamber ces barrières. Voilà. Merci. D'autres questions, interrogations? Non. Moi j'en avais une, juste une dernière, mais c'est simplement parce que j'aime bien le côté
de temps en temps, j'aime bien provoquer. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, et c'est l'attractivité qui m'y a fait penser, c'est la place que pourraient demain occuper des nouvelles technologies comme l'IA, par exemple dans vos métiers. Je pense précisément, Aude, dans l'ensemble de l'activité qui est la vôtre, est-ce que demain on pourrait envisager, hein, c'est pas qu'une question rhétorique, mais qu'un certain type d'activité soit repris en charge par de l'IA ou pas, hein, peut-être que c'est totalement impossible, que dans le cadre de l'aide à domicile et des aides à domicile, elles puissent être épaulées par de l'IA, que dans le cadre des unités mobiles, vous puissiez faire appel aux nouvelles technologies. Voilà, c'était juste... genre, je ne vous demande pas de me donner une réponse avec une exactitude. Hein, avec exactitude, il ne s'agit pas de dire oui, non, mais c'est simplement parce que vous évoquez l'attractivité. Je me dis, peut-être que c'est un des leviers, hein, à un moment donné, possible pour pallier les insuffisances. Alors, je trouve votre question intéressante. Merci de m'avoir donné la question. Non, je trouve votre question intéressante. Malgré tout, alors effectivement, pas la réponse. Je ne sais pas si ce serait une très bonne nouvelle que l'IA vienne sur ces missions-là. Maintenant, voilà, je ne vais pas faire vieille école, on va tous y passer, mais je ne vois pas là aujourd'hui comment ça pourrait remplacer en effet les missions qui sont assurées par les personnes au quotidien. Et d'un sens, je crois tant mieux, en fait. Ouais, je pense pas, ouais. Effectivement, ouais. Je posais la question parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans les débats. Oui, et puis il viendra de plus en plus parce que c'est en charge. Il y a une montée en charge de l'IA qui est vraiment importante et très rapide finalement. J'ose espérer que dans notre secteur, on sera moins impacté puisqu'on est sur de la relation, de l'aide à l'autre. Donc j'ai envie d'y croire. Et la fracture numérique, elle n'est pas que chez les gens qu'on accompagne, les professionnels aussi. Parfois, c'est un peu compliqué sur la gestion du numérique. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas fort dans la relation d'aide, qui n'est pas encore hyper déployé, quoi. Très bien. Merci en tout cas de vos réponses. Merci de votre attention. Je pense que nous allons pouvoir passer au repas, qui est donc de l'autre côté. Et ça sent déjà bon, hein. Voilà, et de nous retrouver tout à l'heure pour reprendre cette journée en évoquant santé mentale et travail. Merci. Merci.